autant commencer ce soir par avoir une dernière petite séance de bavardage en commun. Ça nous fera du bien à tous. Donc, Frédéric, je suis ici pour vous parler de cette espèce d'interférence immense de cette histoire de virus sur la criminalité, car effectivement, ça a été pour les criminologues et puis plus encore que pour tous les autres, pour les médecins, pour le monde médical, pour les sociologues, pour tout le monde, ça a été une source infinie d'enrichissement et d'apprentissage, mais pour nous, ça a été vraiment démentiel. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler ce soir. Mais d'abord, je vais commencer par vous dire quelques mots sur le monde criminel. Il y a deux façons d'ignorer les choses dans ce bas monde. La première, c'est de savoir qu'on les ignore, et la deuxième qui est de croire qu'on sait, et en réalité, cette deuxième ignorance-là est encore pire que la première, parce que comme on croit qu'on sait, eh bien, on ne cherche pas. Tout le monde a vu des polars à la télévision ou au cinéma, donc tout le monde pense qu'il connaît le monde criminel. Or, le monde criminel, le vrai, non pas le travestissement présenté au cinéma, à la télévision pour nous divertir, mais le vrai monde criminel est aux antipodes de ce qu'on en raconte dans la plupart des romans policiers, dans la plupart des films et dans la plupart des séries ou de ce qu'on peut voir à la télévision là-dessus. Si je peux, sans faire du tout, comment dire, compromettre le secret de la défense nationale, je peux vous dire, si vous voulez, un exemple concret de la différence qu'il y a entre le monde de l'image, le monde des médias, le monde de la télévision et le monde du ciné et la vie réelle. Vous avez tous vu des films de James Bond, et d'un autre côté, il y a effectivement dans la vie réelle des services de renseignement qui ont du personnel masculin et du personnel féminin. Je peux vous dire, là, sans compromettre du tout le secret de défense, que par exemple, le personnel féminin de nos services de renseignement n'est pas exactement à l'image de ce qu'on voit dans les films de James Bond. Ce sont des dames très professionnelles, très sérieuses, mais d'abord, on les voit peu en bikini, et ensuite, de quoi ce sont plutôt des mères de famille que des stars. Vous voyez, donc la vie d'un côté du monde médiatique et du monde du cinéma et la vie réelle sont deux choses différentes. Donc d'abord, quelques mots sur le monde criminel. Le monde criminel n'est pas semblable au monde des honnêtes gens, et il n'est pas non plus semblable à son inverse. C'est-à-dire que nous faisons, nous, dans la vie, de notre vie d'être humain, les choses d'une certaine façon, et notamment l'être humain, il est toujours orienté dans sa vie vers le futur. C'est-à-dire que tout ce que fait l'être humain, y compris participer à la conférence de ce soir, est fait en vue de. Vous faites des études en vue d'avoir un bon métier par la suite, vous faites des examens, passez des examens en vue de acquérir une bonne position. Après ça, vous fréquentez un monsieur ou une dame en vue de fonder un foyer, etc. Et cette manière d'être toujours orienté vers le futur, de concevoir toute sa vie, les 3/4 ou les 9/10 de sa vie, en vue de quelque chose qui va arriver après, n'est pas du tout une façon de réagir ou une façon d'agir du monde criminel. Le monde criminel est aussi le monde des terroristes, parce qu'ils diffèrent parfois, mais sur ce plan-là, ils sont à peu près semblables les uns aux autres, et fondés sur une notion de clandestinité. Les 9/10 de ce que font ces individus dans le registre de l'enrichissement personnel, dans le registre de l'attentat, etc., est fait secrètement. À partir du moment où vous faites les choses sur la base de la clandestinité, vous êtes contraint dans votre pratique concrète d'agir non pas dans la durée, mais en fonction de l'immédiat. C'est-à-dire que tout criminel, s'il est un criminel ordinaire, agira toujours non pas
en vue de quelque chose qui va se passer des mois ou des années après, mais dans l'immédiat. Et si vous donnez à 100 bandits le choix entre 10 euros demain et 100 euros après-demain, 99 d'entre eux prendront 10 euros demain parce que attendre vous met en danger, parce que à partir du moment où on fait les choses par routine et de manière un peu habituelle, on court deux risques qui sont très importants pour le monde criminel ou pour le monde terroriste. On risque l'élimination par un rival. Si le rival sait comment vous vous y prenez et ce que vous allez faire, il peut vous tendre une embuscade et vous tuer et récupérer votre marché de la drogue ou quoi que ce soit que vous fassiez d'illicite. Et si vous êtes un terroriste, si vous faites les choses de manière un peu routinière, en vue d'eux, eh bien, naturellement, vous permettez aux services professionnels de la police, du renseignement, etc., là aussi, de vous tendre des embuscades et de vous arrêter et de mettre fin à vos activités. Donc, le monde criminel est formé d'individus qui, jamais 100% n'existent, mais à 90 ou 95%, sont des prédateurs opportunistes, à savoir qu'ils agissent sur le coup d'une opportunité et ils évitent d'avoir des alliances, d'avoir des pratiques à long terme ou au long cours qui les fragilisent et qui les mettent en danger. Par exemple, quand une famille mafieuse du sud de l'Italie, disons de Calabre, passe commande de quelques tonnes de cocaïne à un cartel de l'Amérique latine, c'est fait une fois, on se met d'accord sur une opération, on monte l'opération, on donne l'argent, on fait la livraison et l'opération se dénoue tout de suite après et on évite d'avoir un schéma, une routine de 3 tonnes tous les mois, livré de la même façon, au même endroit, etc. C'est trop dangereux. Un bandit, quand il est en dehors du territoire qu'il contrôle forcément, quand il est en dehors de sa cité, quand il est en dehors de sa province, quand il est en dehors de son village pour la mafia, il est en danger. Il ne connaît pas ces gens. Il ne sait pas les types qu'il voit, qui il rencontre le soir. S'ils ne sont pas en train de le vendre ou de le balancer à quelqu'un d'autre, etc., c'est trop dangereux. Donc, les bandits agissent en prédateur, en opportuniste. Si vous voulez un exemple dans le monde animal, vous avez un lion. Le lion, il tourne autour du troupeau de zébus. Quand il voit que du troupeau de zébus se détache un individu fatigué ou affaibli, il lui saute dessus, il le bouffe, il dort 2 semaines et puis après ça, il recommence. Alors, bien entendu, ça peut se faire à 2 niveaux, cette pratique de la prédation opportuniste. Si c'est des petits voyous, ça se fait au niveau de la bande, et si c'est au niveau de cette aristocratie criminelle qui est une mafia, ça se fait au niveau de la famille de manière concertée, mais les bonnes et belles alliances, des alliances à long terme, etc., ça n'existe pas dans ce milieu-là. Donc, voilà comment agit et comment réagit le milieu criminel, et il était intéressant de savoir comment il allait agir ou réagir face à une situation inouïe que la France n'a jamais vécue, qui était que, pour l'essentiel, un pays de près de 70 millions d'habitants était confiné chez lui et n'allait pas en sortir pendant plus d'1 mois, sauf pour quelque chose d'extrêmement rapide et quotidien, comme d'aller faire les courses. Je dis que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de France, sauf peut-être une fois, et encore, ça n'était pas toute la France, c'était la région parisienne, quand l'armée allemande en 1940 a occupé Paris. Pendant les mois de juin et de juillet 1940, là où la pression de l'occupation était la plus forte et la plus brutale, c'est-à-dire dans la région parisienne, les Parisiens ne sortaient pas trop de chez eux, ils ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés, ils étaient prudents. Moi, je me souviens, mes parents m'ont raconté, les gens ne bougeaient pas trop, ils attendaient de voir comment ça allait se passer. Mais d'abord, ça n'était pas obligé, et deuxièmement, c'était une partie de la France. Donc, qu'un continent, car l'Europe était à 80% dans la même situation que la France, qu'un continent entier était sous cloche, comme ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de France depuis Vercingétorix jusqu'au mois de mars 2020. Alors, c'est un événement naturellement inouï, car, et c'est le deuxième point que je veux aborder, si les sciences de la nature connaissent les expériences sous cloche, par exemple
on fait le vide sous une cloche pour voir comment se propagent les sons, il est évident que dans le domaine des sciences humaines et dans tous les domaines où la société entre en jeu, on ne peut pas faire, on ne fait jamais d'expérience sous cloche. On ne peut pas vider une ville sous prétexte qu'on va installer un métro. On ne peut pas vider une province sous prétexte qu'il va y avoir une inondation, donc on prévient les gens, etc. Mais on essaye, on est obligé, on est contraint, la vie en société oblige d'agir dans le domaine urbanistique, dans le domaine de la sécurité et dans d'autres, d'agir avec des individus qui sont là et qui continuent à interagir les uns avec les autres. Donc le fait que les individus soient enfermés chez eux, pour l'essentiel, et comme disait l'autre c'est un philosophe d'ordinaire et le plus souvent, là, que les gens soient enfermés chez eux, ça ne s'est jamais vu et naturellement, ça a tout de suite posé au monde criminel des problèmes énormes. Alors, là aussi, de même que les criminels n'agissent pas forcément comme on s'attend à ce qu'ils agissent quand on a été voir 3 polars au cinéma, il faut donner quelques petites précisions sur les diverses formes de criminalité que rencontrent tous les pays développés comme les nôtres. Il y a d'abord la criminalité de voie publique, c'est-à-dire celle qui s'accomplit sur la voie publique, les agressions, les prédations, le fait qu'il faut passer par la voie publique, par exemple, pour cambrioler, etc. Tout ce qui relève de la petite délinquance et de la criminalité au quotidien, naturellement, cette forme-là de délinquance et de criminalité a été très affectée. D'autres formes de criminalité comme les escroqueries, les filouteries, les affaires, vous savez, où on embrouille les gens pour leur prendre leurs économies, etc., naturellement ont été beaucoup moins affectées et même peut-être ont-elles profité de la séquence parce que quand les gens sont chez eux, ils sont plus disponibles pour échanger comme on le fait aujourd'hui par des plateformes, etc. Mais troisième forme de criminalité qui a été affectée, c'est celle qui concerne les grands trafics internationaux. Trafic d'êtres humains, trafic de stupéfiants et moins directement parce que ça concerne moins des pays comme les autres, les trafics d'armes s'opérant naturellement vers les pays en guerre. Alors, à partir du moment où le couvre-feu s'est mis en place, à partir du moment où le confinement a été là, où on n'avait pas le droit de sortir de chez soi, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les villes modernes, vous avez un incessant, permanent contrôle par caméra de vidéosurveillance. Il y en a maintenant partout, même dans les villes moyennes, en tout cas dans les grandes. Et donc, à partir du moment où les rues sont vides, ça rend toutes les activités de prédation de voies publiques absolument intenables. C'est-à-dire que si vous êtes seul sous les caméras, la police n'a pas un travail démentiel pour vous arrêter. D'ordinaire, les délinquants et les petits voyous qui opèrent dans les rues sont cachés dans la foule. À partir du moment où, dans le domaine de la guérilla, pour remonter au siècle précédent, la théorie de Mao, du personnage peu sympathique, mais grand seigneur de la guerre à la chinoise, Mao disait le guerrier doit être dans la population comme un poisson dans l'eau. Eh bien, quand vous retirez le poisson de l'eau et que vous le mettez sur la terre ferme, son sort est beaucoup moins reluisant. Tel est le sort du voyou qui s'apprête à agresser une vieille dame, mais il n'y a plus de vieille dame dans la rue, et puis deuxièmement, il est seul sous les caméras. Vous voyez donc une grande partie de la délinquance de voie publique a été obligée de s'arrêter. Alors, comment s'est-elle arrêtée, cette délinquance de voie publique? En faisant jouer un réflexe classique chez tous les malfaiteurs et chez tous les bandits, chez tous, du petit voyou de l'autre côté du périphérique jusqu'au grand seigneur mafieux du cœur de la Sicile, c'est l'effet de déplacement. Les bandits ne sont pas là pour figurer dans le livre des records, ils ne sont pas là pour affronter en race campagne l'armée d'un État-nation ou même la police d'un État-nation qui de toute façon sera 100 fois ou 1000 fois plus fort que lui. Quand un bandit se trouve confronté, ou une équipe, ou un gang, ou une bande, ou une mafia se trouve confrontée à une difficulté, elle fait jouer l'effet de déplacement.
Si ça devient plus possible de braquer les banques parce qu'il n'y a plus d'argent dedans et qu'elles sont blindées, on va braquer les centres forts, on va braquer là où vous savez, les supermarchés rassemblent leur argent pour le trier et le compter avant de le renvoyer à la banque. On va taper la supérette. Alors évidemment, la caisse de la supérette, il y a moins d'argent, mais on en fait 3 au lieu de faire une banque, et ainsi de suite, l'effet de déplacement. Mais cet effet de déplacement, il joue dans 2 dimensions, qui sont les dimensions classiques dans lesquelles évolue l'être humain. On vous apprend ça en philo en première semaine. L'être humain, il évolue dans l'espace et dans le temps. Alors, déplacement, effet de déplacement criminel dans l'espace, vous ne pouvez plus aller braquer les banques, ben vous allez braquer les pharmacies, déplacement dans l'espace. Et puis, si à un moment donné, il y a un obstacle qui vous empêche de braquer et qu'il suffit d'attendre, eh bien vous faites l'effet de déplacement joue dans le temps. Et là, comme vous n'avez pas pu braquer en mars et en avril, vous allez mettre les bouchées doubles en mai. C'est ça l'effet de déplacement dans le temps. Donc voilà ce qui s'est passé en ce qui concerne la délinquance de voie publique. En ce qui concerne, entre la moitié du mois de mars et la moitié du mois de mai, cette délinquance-là, les agressions, pire encore, ce qui relève des pickpockets et des vols sans violence, où là, c'est du moins 90%. Il n'y a plus personne dans le métro, il n'y a plus personne dans les endroits où on profitait de la foule pour piquer les porte-monnaies des gens dans leur sac ou dans leur poche. Donc là, c'est du moins 90%. Disons qu'en moyenne, et pour la France métropolitaine, là où on a les statistiques les plus cohérentes et les plus sérieuses, ça a été, pour l'ensemble de tous les actes illicites pouvant se commettre sur la voie publique, de moins 50 à moins 70%. On n'avait jamais vu ça. Dans les rêves du ministre de l'Intérieur, on n'avait jamais vu une chute de la criminalité et de la délinquance aussi brutale. Autre domaine qui a été affecté, je vous l'ai dit, mais maintenant j'y reviens un peu en détail, c'est naturellement ce qui touche au grand trafic. Comment se passent les grands trafics, les trafics de stupéfiants, les trafics d'êtres humains, les trafics relevant de la contrebande et de la contrefaçon, notamment les contrefaçons d'objets dangereux, les cigarettes contrefaites qui sont beaucoup plus dangereuses que les normales, les pièces détachées de voitures qui naturellement n'ont aucune espèce de solidité et qui peuvent mettre la voiture et ses occupants en grand danger, etc. Tout ça, en temps ordinaire, là aussi, est caché dans des flux immenses dans lesquels ils se cachent et ils se perdent et on ne les trouve pas. À partir du moment où les flux n'existent plus, eh bien, naturellement, gros problème. Exemple, depuis 30 ans et plus, il y a des flux réguliers et chaque année un peu plus important de cocaïne du cône nord de l'Amérique latine, Colombie et puis Pérou et puis Bolivie, etc., jusque vers l'Europe. Ces flux, jamais on n'a pu les interrompre. Jamais on n'a pu les interrompre à un point tel que le trafic en aurait été perturbé. On sait très bien comment mesurer l'impact d'une activité policière sur un trafic. C'est même s'il s'agit d'une marchandise clandestine, la marchandise en question, elle est soumise à la loi de l'offre et de la demande. À partir du moment où vous avez X tonnes de cocaïne qui arrivent tous les mois d'Amérique latine en Europe, et à partir du moment où le travail policier, le travail douanier, le travail de renseignement, le travail au niveau de l'Union européenne arrive par exemple à saisir la moitié de ce qui arrive, eh bien la moitié restante sur le marché, les prix vont exploser. Les gens, n'ayant plus cette drogue, seront prêts à payer plus cher. Or, chaque semaine, de manière naturellement clandestine, vous avez des douaniers, vous avez des policiers déguisés en toxicos qui vont aller acheter une dose de hashish dans telle cité, une dose de cocaïne, une dose d'héroïne, etc. Donc, on sait très bien comment fluctuent les prix. Et au cours des 20 ou 30 dernières années, nous n'avons jamais vu de soubresaut dans les prix tel qu'on ait pu se rendre compte que
le trafic avait été handicapé de manière sévère sur le long terme. Maintenant, c'était dans le monde d'avant tout ça. C'était le monde dans lequel il y avait chaque jour des dizaines d'avions qui partaient d'Amérique latine avec des mules, des individus dans les classes économiques qui avaient acheté, qui s'étaient fait donner des boulettes de cocaïne, qui les avalaient et qui les régurgitaient à la journée. À partir du moment où il n'y a plus de vol pendant 6 semaines ou 2 mois entre l'Amérique latine et puis l'Europe, comment vous faites pour utiliser des mules? Eh ben, vous ne pouvez pas. Et puis, à partir du moment où vous avez des trafics d'êtres humains, là aussi, qui sont dissimulés dans des flux de migrants, etc., à partir du moment où les flux en question s'arrêtent, car la marine veille en Méditerranée à éviter les contacts entre les deux continents pour éviter les contaminations d'un continent sur un autre, à partir de ce moment-là, vous avez vu là aussi les trafiquants soumis à des difficultés extrêmes pour assurer les livraisons de ce qu'ils avaient promis de livrer ou des gens qu'ils avaient promis d'acheminer d'un point A à un point B. Donc ça a été les grandes difficultés. Et ce sont des difficultés pour le milieu criminel qui sont tout sauf théoriques. Le patron d'une grande chaîne de supermarchés peut être drôlement embêté parce que les gens se sont rués sur, comme on l'entend, les paquets de nouilles, le sel, le papier toilette, etc. Il peut être drôlement embêté pour son acheminement, mais il est embêté, dirons-nous, philosophiquement, quoi. C'est-à-dire qu'au contraire, celui qui dirige un gang de narcotrafiquants ou celui qui achemine des clandestins d'un pays à un autre, il est responsable auprès de grandes superstructures criminelles sur sa vie des trafics en question. À savoir que si jamais vous êtes le patron d'une chaîne d'hypermarchés et que ça ne se passe pas bien, vous allez perdre 2 ou 3 points en bourse. Si vous êtes à la tête d'une société, d'une espèce de DHL de la drogue, comme il en existe entre l'Amérique et la France, si jamais vous n'arrivez pas à livrer votre cocaïne, vous allez prendre 2 balles dans la tête. Vous voyez que les cartels latino-américains ou mexicains n'étant pas peuplés entièrement de disciples de Mère Teresa, vous êtes responsable de la livraison, non seulement vous sur votre vie, mais votre famille. À savoir que si ça ne marche pas comme ils l'entendent, non seulement vous vous faites tuer, mais votre femme et vos enfants aussi. Ce sont des gens assez rugueux en matière d'affaires. Donc, vous avez cette immense difficulté-là et il a fallu que le milieu criminel s'adapte. Par exemple, si le trafic aérien ne fonctionnait plus, le trafic maritime continuait, lui, à fonctionner. On a vu que l'approvisionnement en nourriture, en biens, en services immédiats, ce qu'on dit être de première nécessité, s'opérait assez facilement pendant toute la période du confinement. Alors, bien entendu, les narcos ont été obligés de changer leur fusil d'épaule et de transférer une partie du trafic de l'aérien vers le maritime. On en a eu sur le territoire français, on a vu des conséquences de ça, à savoir que de plus en plus de drogue étant livrée depuis l'Amérique latine vers l'Europe par les grands ports de la façade de l'Atlantique et de la mer du Nord, on a vu en Normandie, on a vu dans la région du Havre des homicides consécutifs au fait que certains avaient cru pouvoir voler une partie de la drogue qu'ils devaient simplement transporter et des gens sont arrivés d'Amérique latine et on a trouvé, ce qui est quand même moins fréquent dans les rues du Havre qu'à Medellín ou à Cali, on a vu des individus torturés et laissés pour morts parce qu'ils avaient triché sur les livraisons. Donc il y a eu des conséquences concrètes dans la pratique de la criminalité sur le territoire français. Alors, une fois de plus, nous, notre idée du monde criminel, c'est que c'est un monde qui est beaucoup plus darwinien que celui des gens honnêtes. Nous ne sommes pas constamment dans sa pratique criminelle, Frédéric ou moi et d'autres,
mais ne sommes pas toujours dans la règle de survival of the fittest. On n'est pas obligé toujours d'une espèce de compétition de tous contre tous pour survivre, pour surnager et pour s'imposer. Le monde criminel, oui. Quand vous dirigez une meute criminelle, vous êtes dans la position, un des plus beaux livres jamais écrits sur l'existence et sur la société humaine, naturellement sous un déguisement, mais facile à percer, c'est le livre de la jungle. Le livre de la jungle de Rudyard Kipling. À partir du moment où le chef des loups, qui attaque en tête de la meute, où sa mâchoire 2 ou 3 fois claque à côté de la veine jugulaire du cervidé qu'il doit tuer, il finit par être bouffé par les autres et les autres lui substituent un chef qui est capable, lui, d'assurer la pâture à tout le reste de la meute. Le monde criminel est comme ça. Tout le monde s'est demandé à un moment ou à un autre, mais il était idiot, Escobar. Il avait 5 milliards de dollars. Pourquoi il ne s'est pas arrêté? Fortune faite. Eh bien non, c'est pas comme de diriger une PME. On peut revendre la PME et fortune faite, aller vivre sur la Côte d'Azur. Là, ça n'est pas comme ça que ça se passe dans le monde criminel. Et vous avez une meute autour de vous, et si à un moment donné, vous faites simplement semblant de vous arrêter 2 minutes, la meute va vous dévorer. On ne parle même pas de prendre sa retraite, mais on parle de ne pas assurer, de ne pas nourrir, de ne pas donner à tout ce qui dépend de la meute, le premier cercle qui en nourrit un deuxième, qui en nourrit un troisième. Pour une famille mafieuse moyenne du centre de la Sicile, si la famille mafieuse compte 30 membres, ils en font facilement vivre plusieurs centaines. Parce que de deuxième cercle en troisième cercle, l'argent irrigue naturellement toute cette communauté-là. Donc voilà ce qui s'est passé pendant la période de confinement. Voilà ce que ça nous a permis de voir. Ça nous a permis de voir à nu. On a vidé le bassin des Tuileries et on a vu tous les poissons par terre au fond, là, chose qu'on n'avait jamais vue de notre vie, et ça nous a appris énormément de choses sur le fonctionnement d'abord des grands trafics internationaux et deuxièmement sur le fait que eh bien, la criminalité, même à l'intérieur de la France, était gouvernée par un certain nombre de principes et on a eu la confirmation de ces principes. Un dernier exemple, vous avez vu, c'est un des motifs, un des sujets sur lesquels les médias et une partie de la classe politique délirent le plus. Alors, il y a naturellement dans la périphérie des grandes villes de France toutes des cités ou des quartiers sur lesquels l'autorité n'est pas exercée par les autorités républicaines et nationales habituelles, mais plutôt par les voyous locaux, par un savant mélange entre les islamistes et puis les voyous locaux. Et il y a un fantasme lointain qui date des affaires de l'année 2005, en gros, en disant qu'un jour, il y aura une insurrection générale des banlieues et qu'ils vont mettre le feu partout. Et voilà. Alors, naturellement, c'est absurde. Ça n'est pas arrivé en 2005, ça n'est pas arrivé cette fois-ci, et ça n'arrivera jamais. Puisque ce qui contrôle effectivement les quartiers en question, ça n'est pas un lointain héritier de la Fédération de France, du FLN, des guerres coloniales et de la guerre d'Algérie. Ce sont des bandes de voyous qui sont en guerre les unes contre les autres. Vous le lisez tous les jours dans le journal. Il y a un règlement de compte dans la cité machin, 3 morts. Le week-end dernier, à Marseille encore, c'est à Marseille où tous les ministres vont tous les 6 mois pour dire c'est intolérable, il faut mettre fin. Les voyous ne sont pas tellement impressionnés, donc ils continuent à régler leurs comptes quand ils ont des comptes à régler. Et là, 3 morts et un blessé grave, rien que le week-end dernier à Marseille. Donc le fantasme comme quoi ces individus-là qui, au quotidien, se font la guerre, arriveraient à s'allier tous ensemble pour monter à l'assaut de l'Élysée, comme diraient mes enfants, même pas en rêve, quoi. Hein. Donc voilà, alors ça nous a permis de vérifier que dans les cités en question, les plus dangereuses, les plus impénétrables, ça n'était pas celle où il y avait quelques voitures qui avaient brûlé, quelques flics qui avaient reçu des pavés, ça a été justement celle dans lesquelles le milieu criminel a réussi à imposer le calme en disant c'est mauvais pour le business, on a déjà du mal à vendre de la drogue là, avec la difficulté que les gens ont à circuler, etc. Si en plus on met le bazar dans les endroits où on n'est, plus personne ne va venir et nous, on va être comme ça handicapés sur le plan financier.
Naturellement, ces gens-là ont la capacité de tenir. Et sur cet exposé préliminaire, je vais m'arrêter sur une dernière réalité qui concerne les quartiers en question. Réalité qui, chaque fois que j'ai donné ces chiffres-là, qui sont vérifiés avec les gens des stupes et qui sont authentiques, faisait un peu pâlir mes interlocuteurs, y compris même ministériels, c'est le cas suivant. En février dernier, en février 2020, vous avez eu à Marseille une saisie sur le port de Marseille de 3 tonnes de cocaïne, 3000 kilos de cocaïne. Tout le monde sait, même le dernier stagiaire arrivé comme dans la police au secrétariat, c'est que pour une cargaison de saisie, il y en a 7 ou 8 autres qui passent. Et bien souvent même, les narcos laissent une cargaison être saisie et la police ou les douanes se concentrent dessus pour en faire passer 3 au même moment par ailleurs. Donc, bref, 3000 kilos de cocaïne. Les 3000 kilos de cocaïne, ils ont été, au moment où ils arrivent à Marseille, ils ont été payés aux grossistes qui se trouvent en Amérique latine, en Colombie ou au Pérou ou en Bolivie. Mais, naturellement, ce qui arrive à Marseille est destiné aux gens qui vont vendre ces 3 tonnes de cocaïne-là à l'échelle de la France et peut-être d'un ou deux autres pays d'Europe. Ces gens-là sont les semi-grossistes. Ils vont chacun sur les 3 tonnes récupérer ce qu'ils ont financé à l'avance. Les cartels ne font pas crédit. Ils vont récupérer 200-300 kilos qu'ils ont préfinancés et après ça, naturellement, ils vont les vendre par quantité, eux, de 20 à 30 kilos, puis par quantité d'1 kilo, jusqu'à la rue où le bourgeois de base qui veut s'acheter sa dose de cocaïne va acheter un demi-gramme à 40 €. Voilà. Donc, au niveau des demi-grossistes qui vont se partager, disons, 10 demi-grossistes à 300 kilos pour les 3 tonnes en question qui sont arrivées sur le marché, ils vont récupérer en chiffre d'affaires, hein, et naturellement, des drogues comme la cocaïne, le profit sur le chiffre d'affaires dépasse les 50% et peut aller jusqu'aux 70%. À savoir que vous avez un chiffre d'affaires de 1000 et vous allez récupérer en profit, eh bien, naturellement, après avoir coupé 3 fois la drogue qui arrive pure, puis l'avoir revendue par petits paquets, vous allez récupérer 70% à 60% du tarif le plus bas, celui de la rue, c'est-à-dire où ça se vend le plus cher. Et donc, ce que les demi-grossistes en question ont récupéré sur une seule cargaison, c'est de 70 à 100 millions d'euros. 70 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur lesquels, naturellement, il y en a la moitié ou même parfois jusqu'à 60-70% de pur et simple profit sur une seule cargaison de 3 tonnes. Et la pauvre Madame Schiappa qui nous dit, alors voilà, les petits dans les cités, on va leur donner 10 € pour éviter qu'ils fassent les choufs, mais au secours, je ne sais pas d'où elle a sorti ça, mais ça fait bien longtemps que dans les cités en question, les individus qui vendent de la drogue, c'est fini le temps où ils vendaient que du hashish, maintenant ils vendent du hashish, de la cocaïne, de l'ecstasy, etc. Et naturellement, ils ont les moyens de relancer aux enchères les bonnes œuvres de Madame Schiappa et de faire en sorte que, bien entendu, le trafic continue comme avant. Donc voilà ce qu'on a appris sur le fonctionnement des cités, sur le fonctionnement des grands systèmes internationaux. Et voilà ce que nous a appris cette espèce d'expérience sous vide de 6 semaines à 2 mois. Cher Frédéric, voilà l'introduction. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, Xavier. Effectivement, il y a plusieurs questions. Je vais peut-être poser la première et puis je vais tâcher de laisser la parole à Nicolas Castelet, qui a été très actif et qui a au moins 3 questions à te poser. La première question nous vient de Jocelyne Dubois qui dit est-ce qu'il existe chez les criminologues et les spécialistes du crime et de la géopolitique des modèles prédictifs et une comparaison également de ces modèles prédictifs entre pays ou entre régions du monde? Alors, naturellement, d'ores et déjà,
ce qui nous a été vendu par allons vite et prenons les choses de haut. Ce qui nous a été vendu par Silicon Valley comme police prédictive, c'est totalement de la daube et une pure et simple escroquerie. La preuve en est, dès le début, on a hurlé en disant mais c'est pas possible, c'est simplement strictement impossible. Et bien entendu, même et y compris la première de toutes les polices à avoir acheté des logiciels de police prédictive, celle de Los Angeles, a fini par dire « Ok, ils nous apprennent ce qu'on sait déjà, donc c'est gentil, mais ce n'est pas la peine qu'on paye pour ça. » En gros, les modèles prédictifs, quel est le principe? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur le fait de prétendre pouvoir modéliser l'incertitude. Pendant longtemps, avant qu'il change d'orientation, j'ai dirigé une collection de livres dans la maison d'édition du CNRS, du Conseil national de recherche scientifique. Dans les couloirs de la maison d'édition du CNRS passaient des physiciens et des mathématiciens de réputation mondiale. On a une quantité impressionnante de grands physiciens et de grands mathématiciens en France. Et une fois de temps en temps, j'en attrapais un en disant « Monsieur, pouvez-vous me dire si l'incertitude, ce que signifie l'incertitude en termes physiques, est modélisable ?» Et une fois, il y en a un qui a éclaté de rire, qui m'a dit « Ah non, pas plus qu'au temps d'Aristote. Non, ça, c'est pas possible. Naturellement, à partir du moment où l'incertitude n'est pas modélisable, on ne peut pas, en partant du passé, c'est-à-dire en prenant, par exemple, tous les attentats qui ont été commis dans l'histoire de l'humanité, entre le premier attentat commis par les Sicaires dans la Palestine antique occupée par l'armée romaine jusqu'au 10 septembre 2001, le fait d'avoir tout mis dans un ordinateur et tout passé à la moulinette ne permet en aucun cas de prédire ce qui va se passer le lendemain, c'est-à-dire le 11 septembre. Évidemment, tout ça n'est pas modélisable. Donc, il y a des moyens éprouvés de réduire l'incertitude. Il y a des moyens de dire que telle chose a plus de chances que telle autre d'advenir, mais nous n'avons pas, et c'est un sujet sur lequel je travaille depuis des années, de baguette magique en la matière. Donc, il y a beaucoup de tâtonnements, il y a des échanges entre différents experts de différents pays, notamment au niveau de l'Union européenne, mais comme ça implique beaucoup de choses importantes en matière notamment de la lutte antiterroriste, tout ça est un peu confidentiel et voilà, je m'arrête là, mais ce que je vous ai dit, oui, il existe des moyens de réduire parfois pas mal, parfois beaucoup l'incertitude, mais on ne peut pas aller au-delà pour l'instant. Peut-être qu'un jour, quand nous aurons des ordinateurs quantiques qui permettront d'aller encore des millions de fois plus vite qu'on va à l'heure actuelle, y aura-t-il des ouvertures? Mais dans l'état actuel de la science numérique et de la science physique, on ne peut pas aller tellement plus loin que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Xavier. Pour employer un jargon de professeur, de toute façon, il me semble que vous utilisez plutôt des démarches inductives sur la base d'études de cas et puis sur des données non structurées. Donc, comme tu le disais, probablement l'accroissement de la puissance informatique va peut-être permettre d'établir, à défaut de modèles prédictifs, un certain nombre de variables de contrôle. Mais les modèles prédictifs, comme tu l'as dit, fondés sur l'incertitude, ça ne fonctionne pas encore beaucoup. Non, et il y a des marges de progression dans un domaine, et là aussi je ne vais pas aller très loin dans cette voie-là, mais dans les domaines de ce qu'on appelle faussement l'intelligence artificielle, mais machine learning, là, on voit des choses qui sont drôlement alléchantes. Mais naturellement, ce n'est pas la peine non plus que tous les bandits soient informés de ça ou les terroristes. Donc, comme disait le sapeur Camembert, jetons un voile pudique sur ce passé glorieux, sur ce futur glorieux, là, en l'occurrence. D'accord. Si tu le veux bien, je ne sais pas si Nicolas, vous avez la parole. Vous pouvez vous exprimer? Bonsoir. Oui, merci Nicolas.
vous avez été très actif et que, de mon point de vue, vous avez 3 questions extrêmement pertinentes et intéressantes. À vous la parole, alors. Eh bien, merci de me laisser la parole. Effectivement, j'avais 3 questions alors c'est des questions qui se regroupent. La première étant de savoir est-ce qu'on n'a pas un risque avec cette crise et un accroissement, il va y avoir un accroissement quand même de la pauvreté, de la précarité, de pouvoir voir certaines zones et certaines populations basculer dans l'illégal, dans la criminalité, et une opportunité pour les organisations criminelles de recrutement en lien. Je vous expose les 3, comme ça Oui, vous oui. va? D'accord. Allez Donc jusqu'au ça, bout. tout à fait. Donc ça, c'était l'entrée en matière. En lien, je me posais la question en regardant, est-ce que par exemple les émeutes à Naples peuvent être pilotées, encouragées par la Camorra notamment, qui est l'organisation de la zone, si je ne m'abuse, hein, parce que le confinement doit quand même poser un problème, même s'il s'adapte, comme vous le disiez si bien avant, doit poser un problème dans la logique de mouvement et de déplacement, notamment de leurs clients, aussi de leurs organisations. Et enfin, une troisième question qui est encore, est-ce que cette crise pourrait être une opportunité pour des organisations mafieuses disposant notamment de trésorerie et de cash, de blanchir encore plus ou racheter des entreprises qui vont être à l'agonie? Je pense aux restaurants, aux hôtels, à l'immobilier, même s'ils le font, j'imagine déjà, hein, voilà. Mais encore plus, c'est de rentrer encore plus dans l'économie légale. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, oui, tout va très bien. Effectivement, c'est 3 questions auxquelles on est confronté, nous, tous les jours, hein, donc, c'est vrai. Alors, premièrement, il y a en France des zones hors contrôle, non pas parce que des individus auraient réussi à se tailler des fiefs et à effectivement prendre le contrôle, mais uniquement par timidité de l'appareil d'État qui, de manière absurde, considère que si jamais ils interviennent dans des zones où il y a une part importante de la population qui est issue de l'immigration, ils vont être considérés comme des racistes. Je peux vous dire, les criminologues, ils ne peuvent pas travailler sous cloche, contrairement aux physiciens, et donc j'ai beaucoup été sur le terrain et j'y vais encore beaucoup. Je vous garantis que la situation dans les quartiers en question de ces populations, elle est pathétique, elle est lamentable. Et si jamais leur situation est pathétique et lamentable, c'est le fait qu'ils sont sous la coupe de bandits et de voyous qui sont peu nombreux, mais qui sont organisés. Et donc, quand vous êtes peu nombreux et organisés, vous arrivez à contrôler des foules même plus nombreuses parce que vous avez la capacité d'appliquer à un moment donné la violence brutale à un point A ou à un point B. Dans les quartiers en question, où vivent des populations qui sont encore marquées par un mode de vie clanique ou tribal, vous avez une importance considérable de ce qu'on appelle les mamans des cités, vous savez. Elles ont un pouvoir énorme. Et donc, quand il y a eu le début du confinement, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a des jeunes qui ont été faire les kékés en disant on va faire des barbecues, même pas mal. Nous, c'est des trucs, les gens ont peur, mais nous, on n'a pas peur, on est plus braves que les autres. Et puis, au bout de 2-3 jours, les mamans ont vu que ça a commencé à s'enquister. Et j'ai des cités précises de la région parisienne où les mamans sont descendues dans la rue en disant mais t'es pas fou, ta sœur est enceinte, t'as envie qu'elle meure, elle dit tu vas me faire le plaisir de rentrer chez moi tout de suite. Et elles ont fait rentrer les gamins à coups de torchon ou à coups de pied aux fesses dans les cités. Et beaucoup de cités n'ont pas bougé comme ça parce que et les caïds et les mamans et les imams, c'est-à-dire en gros les trois, pour employer le vocabulaire de la philosophie, les 3 puissances configuratrices des cités en question, avaient dit mais vous êtes fous, mais tu vas me faire le plaisir de rentrer chez moi, etc. Donc, dans les cités en question, je crois que le fait de dire qu'elles sont pauvres et misérables, c'est du Victor Hugo a posteriori, c'est du misérabilisme. Elles ne sont pauvres qu'à partir du moment où on ne prend pas en compte l'économie souterraine. Voilà, à partir du moment où on inclut
l'économie souterraine calculée exactement d'après les critères que l'Union européenne nous demande d'appliquer à l'économie nationale, vous savez que maintenant l'Union européenne, et ils ont raison, autrement, les masses d'argent en circulation ne veulent plus rien dire. Ils ont dit, OK, on veut savoir chez vous à combien vous estimez, vous, pays membre de l'Union européenne, combien vous estimez les trafics de drogue, ça rapporte combien, la prostitution, ça rapporte combien, les grands trafics, etc., de manière à inclure ça dans le PIB. Autrement, je vais dire, le truc n'a plus de sens. Si par pudeur ou par moralisme, etc., on évacue ça, à la fin, il peut y avoir, vous avez vu, dans le passé, les pays dont l'économie s'est effondrée, c'est à un moment donné le Mexique au débouché du pipeline de la cocaïne et à un autre moment la Thaïlande au débouché du triangle d'or. On n'avait simplement pas pris en compte le fait, les critères du FMI, vous savez, les grands bureaucrates internationaux n'avaient pas pris en compte qu'il y avait des marées d'argent clandestin qui avaient fait exploser tout le système. Voilà. Alors, naturellement, si on applique les critères que l'Union européenne demande à la France de donner comme élément sur son économie souterraine, si on applique ça à la Seine-Saint-Denis, avec le PIB de la Seine-Saint-Denis et les mêmes critères, la Seine-Saint-Denis devient le 2e département le plus riche de l'Île-de-France, avec seul département encore plus riche, mais pour une raison artificielle, c'est les Hauts-de-Seine. Comme avec la Défense, il y a énormément de grosses sociétés qui ont leur siège social et qui donc déclarent leur argent là. Mais si on retire des Hauts-de-Seine l'espèce de gisement d'argent énorme et un peu artificiel de la Défense, c'est pas bien sûr que la Seine-Saint-Denis serait loin derrière les Hauts-de-Seine, département plutôt bourgeois. Donc voilà, la situation, elle est la suivante. D'abord, ce sont des endroits où une partie des gens, ceux qui profitent, ceux qui règlent l'économie souterraine, ils ont les moyens. On le sait, puisque une seule fois où dans un secteur précis de la Seine-Saint-Denis, alors là, une vraiment grosse cargaison de drogue a été saisie. Dans les 3 mois qui ont suivi, les gens ne pouvaient plus payer leur loyer. Il y avait un lien direct, quoi. Et puis, les gens des offices HLN ont été voir les flics en leur disant « Mais vous êtes fous, regarde, ils ne peuvent plus payer leur loyer. Arrêtez vos rafles et vos histoires de saisie de drogue, etc. Autrement, vous déséquilibrez toute la vie sociale de ce... » Naturellement, c'était local, ce n'était pas tout un département ou toute la France, mais ça prouve l'importance de l'économie souterraine. Alors cette économie souterraine, elle continue à tourner. Vous pensez que des gens qui récoltent sur une seule livraison 70 à 100 millions d'euros, ils ont les moyens de faire tourner l'économie souterraine pendant 6 mois à perte avant de recommencer les trafics. Ils ne sont pas comme le malheureux restaurateur qui, une fois qu'il a vendu son dernier sandwich, il n'a plus rien, quoi. Là, ça continue toujours. Ils ont des réserves financières énormes qui permettent aux cités en question de tenir. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, il y aura peut-être des gens qui ont perdu un petit boulot, un petit job, qui iront tourner autour des sociétés, des groupes criminels en question pour essayer de gagner un peu d'argent, mais ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Et puis, deuxièmement, si un jour un gouvernement un peu fragilisé par une espèce d'exubérance criminelle dans les cités en question, ordonne à la gendarmerie nationale et à la police nationale d'y rétablir l'ordre, je peux vous dire, c'est fait dans les 6 mois, quoi. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas la peine de fantasmer, faire intervenir l'armée, la Légion, que sais-je. Il y a des gens dont c'est le boulot de faire ça. Si on leur donne des ordres pour le faire, et si c'est l'autorité républicaine légitime qui leur dit, bon, terminé, fini la plaisanterie, maintenant, je veux que tout le monde traverse dans les clous, je veux qu'ils mettent la casquette dans le bon sens et qu'ils disent bonjour à la dame en traversant la rue, ça ne tardera pas. Alors, pourquoi ? Parce que la population dans les quartiers en question, elle est malheureuse de ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Et chaque fois que soit la police, soit la gendarmerie, soit pour Marseille, les douanes ont pris contact avec la population leur a donné tout de suite tous les renseignements dont ces policiers, ces gendarmes ou ces douaniers avaient besoin pour attraper les petits voyous. Les petits voyous en question ne sont pas comme des poissons dans l'eau.
les gens les détestent, mais ils ont peur parce que les gens n'ont pas de Kalachnikov et puis ils ont des Kalash. Vous voyez, c'est ça la différence. Mais il ne faut pas penser une seconde que les gens les protégeront. C'est pas le silence, l'omerta dans ces quartiers-là, c'est pas du romantisme, c'est de la trouille. Hein, voilà. Donc, si jamais un jour il y a un travail de police sérieux à faire, les policiers, les gendarmes, les douaniers et tous ceux qui doivent intervenir récupéreront toutes les informations qui leur permettront de démanteler, de trouver les planques, etc. Donc là, je ne suis pas fondamentalement inquiet. Ensuite, Naples et la Camorra, mais évidemment, c'est-à-dire que chaque fois qu'une mafia ou un groupe criminel se rend compte qu'en faisant un peu de cinéma, il va chasser la police de son territoire et qu'après ça, le préfet va convoquer le commissaire en disant « Vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois où vous avez été là-bas? Arrêtez, alors allez contrôler ailleurs, mais foutez-leur la paix, etc. » Évidemment, oui, c'est pas uniquement à Naples, mais chaque fois qu'une société criminelle est bien implantée, elle essaye. Une société criminelle, c'est deux choses, c'est une structure et un territoire. Le territoire qu'elle contrôle, ben, s'il n'y a pas de flics, elle est très contente. Hein. Donc, si jamais il suffit de faire une petite émeute ou de faire brûler 3 voitures, et après ça, dans des pays comme l'Italie ou comme la France, où il y a toujours des élections, il y a des élections à tous les coups, 6 mois après, le préfet fait venir le commissaire, non, oulala, non, c'est pas prudent, etc. Vous voyez, les élections, les sénatoriales, arrêtez-moi vos histoires de faire des rafles dans ces quartiers-là. Et donc, c'est comme ça, effectivement, qui dessert l'étreinte criminelle. Puis ensuite, ce que vous disiez sur l'opportunité en matière de fournir du cash à des entreprises qui sont un peu exsangues à l'heure actuelle, mais c'est tous les jours, ça se fait, et pas uniquement en Italie. Si vous estimez que les kebabs, et alors les trucs pour se faire les ongles, là où il y a beaucoup d'Asiatiques, etc., si vous imaginez que tout fonctionne de la manière la plus nickel et transparente, il ne faut pas être naïf quand même, tout le monde sait comment ça fonctionne. Mais effectivement, oui, ça est vrai, le risque existe. D'accord, merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Xavier. On a peu de temps si on veut aller voir le speech du général Macron. Peut-être une dernière pour la route, Xavier, de JLP qui dit y a-t-il eu une influence quelconque de la Covid sur la cybercriminalité? Évidemment, parce que la cybercriminalité, ça consiste à pouvoir rentrer dans des endroits qui sont protégés, dans lesquels on n'a pas envie que vous entriez. Donc, pour pouvoir entrer dans ces endroits où il y a des mots de passe, où il y a des parois coupe-feu, où il y a des blindages numériques de toutes sortes, il faut compter sur la naïveté des gens qui vont vous donner la clé. Hein. Et la naïveté des gens, eh bien, en temps ordinaire, c'était le porno. Et maintenant, c'est devenu tout ce qui est, on a un gel hydro machin qui coûte 2 fois moins cher, on a ceci, on a cela. Et donc, c'est-à-dire que les appâts pour, ça s'appelle phishing, vous savez, donc le fait de pêcher, les appâts servant à appâter les poissons ont tous, à partir du mois de mars, tourné autour de la Covid. Ça a fourni aux malfaiteurs numériques, aux pirates numériques, aux hackers, ça leur a donné une espèce d'appât extrêmement savoureux, extrêmement désirable, qui leur a permis d'entrer sans doute dans des tas de forteresses dans lesquelles ils n'auraient pas pu entrer autrement. Ça, c'est en matière de pénétration dans des systèmes informatiques pour espionner industriels, pour voler de l'argent, pour voler des secrets, machin, etc. Et puis deuxièmement, en termes d'escroquerie et d'arnaque, nos frères qui opèrent à partir du Nigeria se sont fait un bonheur de tout axer là-dessus, parce que vous avez des naïfs, vous avez des gens qui croient qu'ils seront plus malins que les autres, et ceux qui croient qu'on leur propose un investissement, ils vont gagner 30%, voilà, et là, tout tournait autour de la Covid. Alors effectivement, oui, ça a largement, alors bon, demain, ça sera autre chose, mais depuis le mois de mars 2020, ça a vachement facilité la vie de tous les cybercriminels à travers le monde. Croyez-moi, ils se sont régalés.
Puisque nous sommes dans l'actualité la plus brûlante et que nous sommes en parallèle du président Macron, juste pour terminer et clore cette soirée, et il y a pas mal de participants qui nous remercient déjà et qui te remercient en particulier, Xavier, pour tes éclairages intéressants et pertinents, c'est est-ce qu'un second confinement, s'il avait lieu, aurait des incidences, quelles qu'elles soient, d'abord sur les comportements criminels? Est-ce que les criminels ont appris quelque chose du premier confinement qui les rendrait plus souples et plus véloces? Et sur l'observation de ces comportements, c'est-à-dire du point de vue maintenant des criminologues comme toi, Xavier. Non, il va se passer la même chose que le coup d'avant. D'abord, je veux dire, tant qu'on n'aura pas, comme dans les films de Harry Potter, la cape d'invisibilité, hein, on sera obligé d'être dehors à un moment donné pour faire des choses. Donc, comme il y a toujours les caméras, elles existent toujours, et ben voilà. Donc, il va se passer exactement la même chose à une échelle X ou Y. On ne peut pas savoir si ça sera un peu plus ou un peu moins, mais tendanciellement, pour parler comme le camarade Karl Marx, on va avoir la même chose, la même situation, à savoir effondrement d'abord et rebond par la suite. Comme on a vu, effondrement mars-avril et mai-juin, rebond en technicolor avec une reprise en fanfare de l'activité criminelle. On va assister à ça la deuxième fois parce que personne n'a le choix, quoi. Je ne pense pas que le président Macron confine par plaisir ou parce que ça lui paraît une idée rigolote. Et puis les bandits n'ont pas le choix. S'ils sont sous les caméras, ils sont repérés, donc ils seront obligés, volins-nolins. Alors, il y aura peut-être des adaptations à la marge, mais dans le principal du sujet, ça va être rebelote par rapport à mars-avril et après ça, mai-juin. Mille merci Xavier, je me fais le porte-voix de nombreux participants qui te remercient pour tes éclairages et tes lumières. Si je puis me permettre, pour nous, le confinement et l'habitude de faire les choses à distance a deux avantages. La première, c'est qu'on a pu t'enregistrer, donc on aura mémoire de cette belle intervention que tu nous as donnée. Et puis la deuxième chose, c'est que nous ne sommes plus contraints par un numerus clausus physique à l'école militaire, pire encore depuis la Covid. Et donc, on a eu pas mal de participants ce soir, certainement beaucoup plus que l'on en aurait eu si on avait fait ça en présentiel. Donc, nonobstant la beauté de l'école militaire et de Paris la nuit, quand on sort de tes conférences, on aura eu davantage de souplesse et de plaisir à te voir, même à distance. Mille merci à toi, Xavier. Bonne soirée. À très vite, de toute façon. Alors, n'oublie pas, quand vous aurez enregistré le truc, de m'envoyer le lien parce que je le mettrai sur notre réseau à nous. Tout à fait. Merci à vous tous et merci à toi, Frédéric. Merci à toi, Xavier, sincèrement. Et une fois encore, il y a beaucoup de merci de la part de l'audience. Donc, merci encore. Je vais finir en tant que professeur de business, c'est un peu normal, par une page de pub pour vous dire à tous que nos prochaines conférences vont également traiter, pour la première d'entre elles en tout cas, de Covid, en tout cas de pathologies infectieuses, puisque Athanasia Liabotis nous parlera de l'impact sur les pathologies infectieuses du changement climatique le 18 novembre prochain. Et puis Jérémy Gates, qu'on avait déjà reçu dans le cadre de ces conférences, grand spécialiste des États-Unis et de la politique américaine devant l'Éternel, nous dressera un état des lieux un peu à l'arrache des élections américaines le mardi 8 décembre 2020. Donc voilà pour ce qui concerne les deux conférences à venir. Et ces deux conférences à venir seront les seules. Elles seront également, alors non, pour celle d'Athanasia, elle sera via Zoom. Pour celle de Jérémy, elle sera théoriquement en présentiel, mais on va apprendre du président Macron si c'est possible ou non. Et en fonction, on s'adaptera bien évidemment. Merci à chacun de votre participation. Merci, je vous vois Nicolas en particulier. Merci beaucoup pour vos très intéressantes questions et comment dirais-je, votre dynamisme
Et merci aux uns et aux autres et à très vite sur nos lignes ou en direct en fonction des décisions politiques qui sont celles que le président Macron va nous présenter maintenant. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt au 18 novembre prochain. Grand merci à toi, Frédéric. Grand merci. Très bonne soirée. Au revoir. Merci, Pascal. Bonne soirée. À tous, excellente soirée. Nous pourrions également faire